Bonsoir, bonjour, plutôt bon après-midi à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous et je remercie vivement Damien Delvalle et tous ceux et celles qui ont contribué à organiser ce qui est pour moi un début de soirée et pour vous un début d'après-midi, je crois, ensemble. Je veux juste signaler quelque chose avant de commencer. On m'a interdit le partage d'écran et je voudrais qu'on me donne le partage d'écran parce que je voudrais vous montrer un PowerPoint. Et je crois que François Mérès aussi. Je me suis interrogé un petit peu sur la situation de la médiation culturelle avant et avant l'épisode du Covid-19. Et puis surtout, j'ai essayé de faire quelques petites conjectures sur ce qui va se passer après l'épidémie. Alors, en réfléchissant un petit peu à ces questions, je me suis dit que jusqu'en mars 2020, le rapport à la culture, c'est environ 50, 40 ou 50 dernières années, avait évolué dans le sens d'une massification. Être dans la culture, être face à des objets, des objets d'art, était une expérience qui était devenue une expérience très largement collective, comme le montrent par exemple ces images où vous voyez aussi bien à Paris, au Louvre, qu'en Chine, devant devant la cité interdite, des foules qui sont ensemble face à ces grands objets de la culture. Pour la musique, c'était la même chose. On avait, ces 50 dernières années, considérablement élargi la jauge des salles de concert. Par exemple, la Nouvelle Philharmonie de Paris accueillait 2400 personnes, devrait accueillir 2400 personnes, tandis que les anciennes salles de concert, la salle Pleyel, accueille quelque chose comme 900 ou 1000 personnes. On a triplé pratiquement la capacité de nos salles de concert. Et on a aussi pris l'habitude, ou certains d'entre nous, les plus jeunes, ont pris l'habitude d'aller à d'énormes concerts, des raves ou des choses comme ça, où une partie du plaisir vient du fait d'être ensemble. Il me semble que ce plaisir ou ce rapport au savoir, ce rapport à l'art, qui est devenu un rapport très collectif, croise au moins deux groupes de valeurs. D'une part, ce que j'appelle une dimension transcendantale, qui fait que quand nous sommes comme ça très nombreux face à des œuvres d'art, on tire d'une longue histoire de notre rapport à la transcendance, l'idée de pèlerinage, de communion avec les autres, la ferveur, l'impression chaleureuse d'être avec une foule. Il me semble qu'à côté de ça, il y a aussi une dimension que je qualifierais d'une dimension immanente, qui est plus de l'ordre de la démocratie. C'est l'idée aussi d'un partage d'expérience, de ce que le philosophe français Rancière appelle le partage du sensible. C'est l'idée d'une appropriation collective des biens culturels. C'est l'idée que la culture est une fête, pour reprendre une expression très Jacques Languienne du nom de notre immortel immarcessible ministre de la Culture de François Mitterrand, qui a tellement en France profondément marqué la relation à la culture. Donc quelque chose autour de la fête. Dans tous les cas, cette grande période de massification de la relation aux choses de la culture s'est accompagnée d'une médiation, elle aussi collective, qui était pensée pour une notion de l'unité de la médiation était le groupe et non pas l'individu. Et la réussite d'une médiation culturelle d'une action de médiation culturelle était en grande partie liée à la taille du groupe. Alors vous voyez sur mes images, ça commence aussi bien tout petit, on a des groupes d'enfants que l'on amène en groupe, collectivement dans des musées pour y faire pour les amener vers des œuvres d'art qui peuvent être accrochées dans les musées, ou des œuvres scientifiques d'ailleurs, ou toute autre chose que l'on peut mettre dans les musées. On fait pareil en bas avec des adolescents, et puis on fait ça dans le monde entier. À Venise, on se promène en groupe, sur le Machu Picchu, on se promène en groupe. Bref, dans tous les cas, euh, jusqu'à jusqu'à présent, enfin, depuis la dernière guerre mondiale à peu près, de plus en plus, la médiation culturelle a été liée à cette idée de collectivité.
En même temps, ce qu'elle a beaucoup introduit, c'est l'idée de partage. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a une forme de joie d'être ensemble face à un objet de la culture ou de partager, c'est cette joie de partager. Et la culture est devenue quelque chose qui est essentiellement défini par le partage que l'on en a. Alors, j'ai mis sur cette diapo le livre d'un de nos collègues directs, à François Mérès et à moi, qui travaille avec nous, enfin qui est paste chez nous à la Sorbonne Nouvelle en médiation culturelle et qui a écrit ce joli livre qui s'appelle Si on partageait la culture. Et puis en regardant un peu sur Internet, j'ai vu culture et partage, j'ai vu un proverbe africain sur la culture, c'est partager. Donc il y avait cette idée très profonde que la culture, ça se vivait collectivement et c'est quelque chose qui se partageait entre nous. Cette idée, elle nous semble évidente, mais en fait, elle n'est pas du tout évidente. Elle a une histoire et ça n'a pas du tout toujours été le cas. Et c'est venu un petit peu se superposer ou en tendance remplacer une autre relation à la culture qui est beaucoup plus ancienne, qui était une relation au contraire très individuelle et par laquelle la culture humaniste, était une relation à soi. L'objet d'art, que ce soit la musique, la peinture, était conçu comme quelque chose qui nous construit nous-mêmes individuellement dans un colloque singulier, un dialogue singulier avec l'œuvre d'art. Alors pour illustrer ça, je vous montre à gauche très belle, deux très beaux tableaux. Un tableau de Lorenzo Lotto qui montre un collectionneur de la Renaissance, un collectionneur du début du XVIe siècle qui s'appelait Andrea Odoni. Et avec un certain humour, vous voyez, Lorenzo Lotto se moque peut-être gentiment de lui en mettant une petite sculpture qui fait pipi dans le pot dans lequel une déesse se lave le pied. Mais il n'en reste pas moins que ce collectionneur est représenté. C'est avare, vous voyez les pièces de monnaie sur sa table, riche mais aussi qui garde son argent et qui montre son argent et surtout qui a pour lui des sculptures qu'il est seul à regarder, qu'il est seul à pouvoir regarder. Alors nous, on peut les regarder parce qu'on regarde le tableau qu'il représente, mais c'est un tableau qui a été fait pour lui le collectionneur. Donc c'est une affaire très profondément privée. Et ici, je vous montre, alors là, pour le coup, ce qui est, à mon avis, un des plus beaux tableaux de la Renaissance dans l'absolu, le concert du Titien qui est à la Galerie Palatine à Florence, et où vous voyez comment le public n'est pas du tout représenté. Ces trois personnes jouent probablement pour elles-mêmes et peut-être pour deux ou trois amis autour d'elles. Et le prêtre l'homme au premier plan qui interroge le prêtre qui joue de la viole de gambe, il lui donne la note, il lui donne le la, pour commencer un concert qui sera une musique strictement privée. Alors si vous comparez à la foule qui vient aujourd'hui écouter les concerts, vous voyez comment le rapport à la culture a été profondément bouleversé. Et que donc, sur cette idée de partage, cette idée de partager le moment du lien avec l'œuvre d'art n'a rien d'évident. Elle est datée, elle est historique. Alors aujourd'hui, à partir de maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui sur le futur? Donc, très probablement, au moins pendant un certain temps, on va avoir peur de ces foules, on ne va pas vouloir être ensemble. Et vous voyez ici, le Berliner Ensemble à Berlin, comme son nom l'indique, a déjà commencé à retirer des chaises. Et cette jauge que je vous montrais tout à l'heure à la Philharmonie, c'est en tous les cas pour une certaine période quelque chose de passé. On va recommencer à être assez peu nombreux un même soir à écouter une même musique. Et donc, de nouveau, des valeurs comme la distance, la spécificité, la singularité vont probablement redevenir des valeurs cardinales. Dans les musées, il y aura moins de monde. Les flux touristiques seront momentanément très considérablement amoindris, pas seulement parce qu'on a peur de prendre l'avion, peur d'être en foule, pas seulement parce que les musées qui sont en train de réouvrir
aujourd'hui réouvre sur rendez-vous, mais aussi tout simplement parce que nous entrons dans une crise économique. C'est pas, hélas, à des Argentins et à des femmes et des hommes de latine et d'Amérique du Sud que je vais apprendre ça, mais l'Europe aussi va rentrer dans une crise économique. Donc il y aura moins d'argent et moins d'argent pour voyager. Donc très probablement, nous nous déplacerons moins en foule et quand on sera dans des musées, même dans des musées importants, on pourra retrouver cette relation très interindividuelle aux œuvres d'art qui est celle je vous présente ici autour de l'historien de l'art Bernard Berenson qui, dans les années 50, 40, à la fin des années 40, était à la Villa Borghese où il était absolument seul et assis euh, face à une statue de Canova, à la princesse Bonaparte de Canova, alors qu'aujourd'hui, enfin, avant la crise Covid, quand on voulait aller à la Villa Borghese, il fallait réserver sur Internet parce que la Villa Borghese est très fragile, donc on ne pouvait pas y aller en masse, mais il fallait réserver très à l'avance et bien sûr, on était debout et bien sûr, il fallait aller assez vite pour laisser rentrer le groupe suivant, etc. Ça, je pense que ce sont des choses qui vont bouger et peut-être que ce n'est pas plus mal, mais en tous les cas, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Ce qui va se passer d'autre part, c'est que l'on va enfin reprofiter des musées de proximité. Alors, j'ai invité, dans les relations que nous entretenons avec Damien Delvalle, avec vous à Luna, j'ai eu l'occasion d'aller déjà 2 fois à Buenos Aires, où vous avez un magnifique musée d'art, et je peux vous dire que quand j'ai visité le musée d'art de Buenos Aires, on était 4. Donc il n'y avait pas de problème de Covid. Je risquais pas d'avoir la moindre maladie, mais je pense qu'il va falloir. Il y avait beaucoup moins d'Argentins au musée d'art de Buenos Aires qu'au Louvre le même jour, de manière certaine. Donc on va certainement abandonner ces places publiques où on est si nombreux et revenir dans des musées, par exemple, ou dans des lieux de proximité. Mais ça soulève un problème dont François Mérez vous parlera beaucoup mieux que moi parce que lui, il a toutes les données et que moi, je ne les connais simplement par lui et puis un peu quand même aussi par ma connaissance intuitive des choses. Le problème, c'est que les biens culturels sont très inégalement répartis. Alors, entendons-nous, il y a évidemment la culture est partout, mais des biens culturels particulièrement construits comme étant particulièrement prestigieux sont particulièrement mal répartis dans le monde. Il y en a par exemple énormément en Italie, il y a énormément de musées en Italie, énormément de théâtres, énormément de villes de la Renaissance en Italie. Il n'y en a pratiquement pas en Afrique subsaharienne. Il y a très peu de musées, il y a des pays entiers qui n'ont pas de musées, puis surtout, les œuvres d'art sont très mal réparties. La plupart sont en Europe, pour des raisons coloniales que vous pouvez imaginer. La plupart sont en Europe. Il y en a aussi beaucoup aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est un pays qui est très riche, qui a pu acheter beaucoup de choses. Il y en a pas mal en Amérique latine. Il y a à peu près 0 tableau de la Renaissance en Afrique subsaharienne, tandis qu'il y a énormément de sculptures d'Afrique subsaharienne dans les musées des anciennes puissances coloniales. Il y en a énormément, par exemple, au musée du Quai Branly. Donc il y a un vrai problème de répartition au niveau mondial de ces biens qui sont plutôt des œuvres d'art que des biens simplement culturels, parce que des biens culturels, ça c'est réparti de façon de dire on peut danser partout, on peut chanter partout, on peut être ensemble un peu partout, mais on ne peut pas voir partout une œuvre de Raphaël, par exemple, ou des choses de cet ordre. D'autre part, les musées vont faire et ont déjà continuent de faire un effort considérable pour se projeter en ligne. Le problème, c'est que on a beau se forcer à trouver ça admirable, enfin, il y a plusieurs problèmes. D'abord, un problème technologique. On a beau se forcer à trouver ça admirable, très franchement, pour l'instant, c'est pas au point.
Vous pouvez toujours aller sur des sites de musées, vous vous promenez, machin, ça va à peu près pour visiter une villa, par exemple, à louer, dans un Airbnb, c'est assez marrant, mais pour voir des œuvres d'art, par exemple, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas dire ce tableau, moi j'ai testé le truc du Louvre, ce tableau, vous pouvez toujours jouer avec votre ordinateur, c'est fantastique, c'est amusant, c'est moderne, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas au point. Ce n'est pas la même chose que de voir un tableau. Le deuxième problème, c'est que pour l'instant, c'est gratuit. Et ça coûte très très cher au musée, je suppose. François vous en parlera bien mieux que moi. Mais quand je dis au musée, il n'y a pas que des musées, il y a toutes sortes d'institutions culturelles, des muséums, des salles des théâtres, des salles de danse, etc. Quoi qu'il en soit, ça coûte très cher à produire et pour l'instant, c'est gratuit. Et ça, c'est un problème parce que ça ne va pas pouvoir rester gratuit très longtemps. Et je sais qu'aujourd'hui, les responsables de ces institutions culturelles cherchent à faire payer de plus en plus leur offre sur Internet, qui est une offre très sophistiquée, pas très satisfaisante sur le plan technologique, moins satisfaisante qu'on le dit, et très sophistiquée. Et je doute que les gens aient très envie de payer. Quand les musées vont commencer à leur dire voilà, vous donnez votre numéro de carte bleue pour vous promener avec votre souris à l'intérieur de nos salles, je crois qu'on sera très peu nombreux à avoir envie de continuer à se promener, ou alors il faudra avoir une offre extrêmement qualitative qui sera encore plus onéreuse à produire. Oui, je disais qu'il y a, bon, il y a un autre problème qui est ce que l'on appelle la fracture Internet qui se redouble d'une fracture sociale, c'est-à-dire que d'abord, tout le monde n'a pas une bonne connexion Internet et donc beaucoup de gens, s'ils se promènent sur des sites culturels, le font à partir de leur téléphone, par exemple, ou d'ordinateurs qui ne marchent pas bien, etc. Et donc, les résolutions d'image, les résolutions de son ne sont pas bonnes. Et puis, il y a un autre problème, c'est que l'accès, pour aller sur ces sites, il faut connaître déjà l'institution sur laquelle on va aller. Si vous voulez, s'il y a un musée, je ne sais pas moi, s'il y a un musée à Lima dont je n'ai jamais entendu parler, je n'irai jamais sur ce site. Donc, on va uniquement sur des sites que l'on connaît déjà ou sur des institutions que l'on connaît déjà, et plus on est cultivé, plus on peut se cultiver, mais il y a le problème de la médiation culturelle qui consiste à essayer aussi de faire venir des gens vers des institutions culturelles ou vers des offres culturelles n'est pas résolu par ces sites qui émettent passivement. Il faut aller les chercher. Et puis pour finir, on peut se poser la question, on doit se poser la question de savoir ce qui va advenir des médiateurs culturels. Ça nous intéresse évidemment beaucoup, puisque nous formons des médiateurs culturels, que ce soit vous à Luna ou nous à Paris 3, et donc savoir ce qu'ils vont devenir est assez préoccupant. Alors, on peut être optimiste et penser que si les groupes sont de moindre quantité, si l'on est moins nombreux à partager le moment de relation à la culture, alors il faudra plus de médiateurs culturels parce qu'il faudra là où un médiateur culturel pouvait faire une action de médiation pour 50 personnes, il en faudra 2 pour 25 personnes ou il en faudra 4 pour 12 personnes et ainsi de suite. Donc on peut penser qu'on va embaucher beaucoup de médiateurs culturels. Mais malheureusement, on peut aussi penser qu'on n'aura pas les moyens de le faire, qu'on va vers une rétraction quand même de nos moyens financiers. Et on sait que, enfin, avant la crise du Covid, en tout cas, dans un pays comme la France, les médiateurs culturels étaient la variable d'ajustement de la plupart des institutions culturelles. C'est-à-dire qu'ils étaient rarement titulaires, souvent saisonniers, et donc on peut penser que s'il y a moins de monde qui vient, il y aura aussi moins de médiateurs culturels. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et que je soumets évidemment à votre discussion. Et je suis tout à fait désolé du problème technique et de ne pas avoir réussi à le résoudre. J'espère quand même que quelques-uns d'entre vous ont pu m'écouter. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je quitte le partage d'écran. Voilà.
Je suis donc très heureux effectivement de pouvoir poursuivre, et je poursuivrai dans la même voie que mon collègue pour évoquer donc les enjeux de la médiation culturelle après ce moment tout à fait particulier que nous avons vécu dans le monde entier. Bien entendu, comme vous le savez, il y a plusieurs manières de penser la médiation culturelle. Je ne vais pas toutes les évoquer. Il y a beaucoup de postures différentes du médiateur. On a parfois vu le médiateur comme un philosophe, en quelque sorte, comme Socrate qui a couché les âmes. On l'a vu comme un enseignant classique, un instructeur, un éducateur, un vulgarisateur, un interprète, etc. Toutes ces différentes postures se positionnent différemment, effectivement, sur deux plans. Un premier plan dont on pourrait dire qu'il est cognitif, qu'il est lié évidemment à la connaissance, à l'appréciation d'une œuvre, d'un objet scientifique, et pour lequel on peut effectivement envisager que la relation, puisqu'il s'agit effectivement pour un médiateur de travailler la relation, passe plus par un certain nombre d'informations qui peuvent être données par rapport à une œuvre, ou bien par rapport à un objet, et plutôt de travailler sur la compréhension même. Mais ça n'est jamais qu'un premier registre. Il y a un deuxième registre qui est tout aussi important et qui est plutôt lié, pourrait-on dire, à la sociabilité. Un certain nombre d'actions de médiation et un certain type de travail du médiateur, Nassim Aboudraр l'a évoqué largement aussi, porte sur le partage. Le partage, c'est-à-dire effectivement d'être ensemble. Le musée, le théâtre, la salle de concert sont des lieux de sociabilité. Ce sont des lieux où on partage ensemble et où, en quelque sorte, nous nous rendons compte de ce qui veut dire la société. C'est en ce sens-là, effectivement, que la médiation a une vocation partiellement politique, en quelque sorte. Et cette vocation-là a été très largement débattue, évoquée, à partir notamment des années 1970, et c'est sans doute une des dimensions les plus importantes. Il existe des actions de médiation dans le domaine social qui portent beaucoup plus sur le travail avec le groupe, où effectivement on parle par exemple d'inclusion sociale. Le travail du médiateur vise beaucoup plus à montrer que des gens qui pensent que aller au musée, aller dans un théâtre, aller dans une salle de concert n'est pas fait pour eux, qu'au contraire, c'est une action qui, très clairement, les intègre au sein de la société, et donc que le travail du médiateur vise à inclure des gens qui se sentaient exclus. Cette dimension-là, comme je l'ai dit, elle a surtout évolué au début des années 1970, même si elle puise ses racines dans l'éducation populaire, qui très clairement, effectivement, remonte au XIXe siècle. Le médiateur culturel, lorsque la notion même de médiation culturelle s'est développée à la fin des années 1900, au milieu des années 1990, était sans doute effectivement une figure, un acteur qui travaillait sur ces deux plans. Aussi bien sur ce plan effectivement cognitif, d'appréciation, de compréhension d'un objet culturel, pourrait-on dire, pour rester dans un sens large, mais aussi de travail avec la société, avec la compréhension du public, et avec un public potentiellement aussi de plus en plus vaste. Et on pourrait dire que c'est sans doute cette dimension-là qui s'est le plus développée. Nassim Aboudrar a évoqué effectivement l'agrandissement des salles. Il y a tout ce travail de démocratisation vers la recherche de nouveaux publics qui a été très largement appuyé ces dernières années. Jusque, pourrait-on dire, effectivement, ce moment très particulier, à partir essentiellement du mois de mars, avril, dans le monde, qui a vu la fermeture de la plupart des lieux de culture. De la plupart des lieux de culture, ce qui veut dire qu'on a eu effectivement ce moment très particulier où on pouvait voir tous ces musées totalement vides, toutes ces salles de théâtre désertées, etc. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que très rapidement, un certain nombre de réactions ont eu lieu. Il y a eu bien sûr des réactions concernant la culture elle-même. On a vu dans les lieux qui étaient très largement confinés des actions
culturel, ce lien avec d'autres personnes, justement, à travers notamment la musique, beaucoup plus évidemment que le théâtre et a fortiori que l'appréciation d'œuvres qui portaient directement dans les quartiers même à travers les gens eux-mêmes. Mais malheureusement, ce qui est sûr aussi, c'est que les médiateurs qui justement jouent ce rôle de sociabilité et ce rôle d'explication ont été sans doute parmi les plus touchés, les plus directement, puisque tous les lieux de culture étant pour la plupart fermés, le travail, Nassim Aboudrar a aussi évoqué le fait que la plupart sont indépendants, etc. Beaucoup qui guidaient des groupes touristiques, etc., n'ont pas trouvé de travail immédiatement. Et donc, c'est une profession qui, pour l'instant, est vraiment dans la tourmente. Comme vous l'avez évoqué, je suis spécialisé depuis un certain nombre d'années dans le monde des musées, donc je vais évoquer un certain nombre de questions et de questionnements liés plutôt spécifiquement au monde des musées. Il m'a été donné de travailler justement sur les réactions des musées à la crise de la Covid. Le point important, c'est effectivement la première chose d'abord, c'est que 90% des musées dans le monde ont été fermés. Les chiffres que vous avez ici sont des chiffres assez rares. C'est la première fois, et les chiffres ont été publiés il y a 4-5 jours. Vous pouvez les trouver sur Internet, sur le site de l'UNESCO. C'est un rapport qui évoque deux éléments, enfin 3 éléments importants. D'abord, l'estimation du nombre de musées. Ce que vous pouvez voir, c'est la très forte concentration, évidemment, du nombre de musées en Europe occidentale, en Europe orientale, et très clairement un certain nombre d'États, notamment bien sûr en Afrique ou dans les États arabes, qui sont très dépourvus d'établissements culturels. C'est le cas pour un grand nombre des institutions occidentales. On pourrait voir sans doute la même chose pour les salles de concert philharmoniques, etc. Ce qu'il est impressionnant de voir, c'est que dans toutes les régions, aussi bien effectivement en Afrique, en Amérique latine, qu'en Europe, presque toutes les institutions ont été fermées. Aussi bien au Vanuatu, à Timor-Lest, en Angola, en Afrique du Sud, que effectivement en Argentine, au Canada, etc. Le point important qui s'est développé, c'est que, bien sûr, un certain nombre de réactions ont immédiatement émergé. Les réactions auxquelles on pense le plus directement, bien sûr, ce sont des réactions au niveau des sites Internet. Beaucoup de travail qui avait été fait au cours des dernières années en matière de numérisation du patrimoine ont effectivement été présentés comme étant la solution. Et on a vu beaucoup d'articles dans la presse, dans les médias sociaux, etc., pour dire les musées sont fermés, mais vous pouvez les visiter sur Internet, etc. Je vous ai montré 2 exemples ici. Je pense que c'est en Côte d'Ivoire d'un côté et au Bangladesh de l'autre, pour évoquer le fait que ce type de présentation existe un peu partout. Et donc on pourrait dire, oui, les musées ont trouvé des solutions partout dans le monde pour être visibles. Mais très clairement, évidemment, ce qu'il est important de voir, c'est que d'abord, ces interventions, elles n'ont pas eu lieu durant la crise du Covid. Elles ont eu lieu bien avant, c'était des investissements. Beaucoup de ces investissements ont été d'ailleurs portés par Google avec le projet Google Art and Culture. Et ce qu'il est intéressant et aussi important de voir, c'est que l'essentiel du patrimoine qui a été numérisé, que ce soit des musées, que ce soit des lieux historiques ou parfois des centres culturels, on le trouve essentiellement en Europe, en Amérique du Nord, un petit peu effectivement en Amérique latine, beaucoup moins à mon sens par rapport justement à la richesse du patrimoine, un petit peu aussi en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, mais très clairement on observe une concentration et donc effectivement une inégalité de la répartition à travers le monde.
Le deuxième type de réaction qu'on a pu voir à travers Internet, c'est bien sûr toute une série d'expositions, d'activités qui auraient dû avoir lieu. Comme vous le savez, il y a plusieurs fois des expositions qui ont été inaugurées au mois de mars, par exemple, et qui, 2 ou 3 jours plus tard, ont dû fermer leurs portes. Un certain nombre d'établissements, de musées, de centres culturels, ont immédiatement essayé de numériser, entre guillemets, ces expositions, ou bien de le faire, comme nous le faisons ici, de transposer des activités, des concerts, des conférences, des activités qui normalement auraient eu lieu dans le centre sur Internet. On a pu voir émerger même des radios, des visites par robot qui sont des visites interactives, bref, toute une série de choses qui ont pu se développer, notamment de manière à refléter des activités qui auraient dû avoir lieu, effectivement, sur, je dirais, sur les lieux initiaux et qui ont eu lieu de manière numérique. Bien sûr, les réseaux sociaux ont été très largement utilisés. Les réseaux sociaux principaux, hein, Baidu en Chine, bien sûr Facebook, Twitter, etc., qui ont été très largement utilisés. Certaines actions de ces réseaux sociaux, comme notamment celle qui a été initiée par le Rijksmuseum à Amsterdam et qui a été transposée par le Getty et qui ont connu une reconnaissance très internationale, parce qu'en fait très spectaculaire, proposant aux internautes de reconstituer des œuvres d'art à partir effectivement de leur propre lieu sur place. Et donc vous voyez toute une série de représentations qui ont été faites. Évidemment, à travers ce lien, on se rend bien compte que l'expérience qui est proposée est une expérience très très différente de ce qui peut être présenté dans un lieu, sur place, dans un musée. L'expérience de ce qu'on appelle la vraie chose, en quelque sorte. Et très clairement, on est dans toute une série d'apports ludiques, pourrait-on dire, qui montrent que, bien sûr, il y avait cette volonté avant tout de continuer une relation. On savait bien, la plupart des musées savent très bien que ce qu'ils peuvent proposer sur place n'est pas du tout la même chose que ce qu'ils peuvent proposer sur la toile. Ce qu'on a pu observer aussi d'ailleurs, et c'est la dernière chose, c'est un certain nombre d'établissements qui ont véritablement cherché à se transformer totalement et à proposer des choses directement à disposition de tous les publics qui étaient confinés. Et donc, on a vu des musées créer des jeux de société, puisque pendant plusieurs semaines, beaucoup de parents ont occupé leurs enfants, et donc beaucoup de musées ont cherché justement à faire des activités spécialement pour les familles, telles qu'ils ne le faisaient pas de manière aussi importante auparavant, de manière effectivement à se présenter de nouveau au service du public, et toujours pour maintenir ce lien très particulier, pourrait-on dire, avec la société. Ce qu'il est important de voir, évidemment, c'est que là, à nouveau aussi, ces différentes actions n'ont pas du tout été développées de la même manière dans le monde. Ce qu'on a pu observer à travers l'enquête qui a été diligentée par l'UNESCO, c'est que c'est essentiellement aussi en Europe occidentale qu'on a pu voir cet investissement. Si l'investissement en matière d'exploitation de ressources déjà numérisées a pu avoir lieu partout, sur tous les continents, si le développement de réseaux sociaux a pu se faire et s'opérer, l'essentiel d'activités sociales, en fait, il requiert évidemment un investissement en matière de personnel, de personnes qui soient à même, au sein des structures culturelles, de pouvoir travailler sur Internet. Et comme nous le savons, une grande partie du personnel, mis à part les institutions les plus importantes, n'est pas du tout à même de faire ce type de travail, ou en tout état de cause, de développer des formules qui puissent être transformées du jour au lendemain pour s'adapter aux besoins d'un cyberpublic, pourrait-on dire. Que retenir de ces différents éléments ? La première chose, effectivement, c'est que si on s'interroge sur le futur des politiques culturelles qui sont en train de se développer, pour l'instant, les choses sont floues.
Ce qu'on observe, c'est que actuellement, évidemment, toutes les actions qui sont développées, par exemple en France ou dans d'autres pays, d'abord, elles visent à répondre à des questions qui sont essentiellement liées à des questions sociales et de chômage. Comment les acteurs culturels peuvent-ils passer ce cap extrêmement difficile qui va être lié à une crise économique et qui était lié à des campagnes de non-emploi? Ce qu'on peut observer, évidemment, c'est qu'il y a une volonté dans les politiques culturelles d'enjeux de démocratisation, pardon, qu'on retrouve depuis Malraux, qu'on voit se développer, qui se sont poursuivis à travers, effectivement, un travail de rapprochement vers les publics. Et bien entendu, toute la question de ce rapprochement à travers Internet apparaît comme une solution qui, pour beaucoup de responsables politiques, est une solution très intéressante et envisageable. Évidemment, ce dont on se rend compte, c'est que ce type de réflexion va totalement à l'encontre, pourrait-on dire, du travail d'éducation populaire, qui, au contraire, est un travail beaucoup plus en lien avec les publics, mais sur place, qui est un travail qui vise à rassembler les gens, à les intégrer, mais pas de manière effectivement numérique sur la toile. C'est effectivement cette chose-là et ce point-là qui apparaissait comme l'une des dimensions les plus importantes actuellement au sein effectivement de beaucoup d'établissements culturels. L'une des notions dont on parle beaucoup en France notamment, ou dans les pays anglo-saxons, c'est l'idée de tiers-lieu, de third place en quelque sorte, le musée, le centre culturel ou la bibliothèque comme étant le troisième lieu entre le cercle familial et le cercle du travail, c'est-à-dire un lieu de sociabilité où on se retrouve, où on discute, où il y a bien sûr des propositions culturelles, mais c'est plus que cela. C'est plus qu'effectivement un simple lieu où on peut apprécier des œuvres, c'est aussi un lieu où on peut discuter ensemble, s'approprier ensemble ces œuvres et où la culture se partage, effectivement. Le risque, c'est bien entendu qu'actuellement, ces troisièmes lieux et la possibilité que les gens se rencontrent, pour l'instant, est très largement mise entre parenthèses. Ce qu'on voit bien sûr aussi dans les semaines ou pour les semaines à venir, c'est que le rôle économique et les mesures qui vont être prises sont des mesures qui vont très largement être à dominante de l'emploi culturel ou non culturel à sauver. Ce qu'on a pu voir, je dirais, en parallèle à ces questions-là, c'est que justement, les questions qui se posent, ça n'est pas de voir, enfin, c'est plutôt d'apprécier toutes les offres numériques qui ont été faites comme étant une nouvelle solution, en se disant, mais oui, la culture pourrait être beaucoup plus partagée par justement le numérique. C'est à mon sens un piège extrêmement difficile et extrêmement complexe. À travers la relation qu'on peut avoir sur le numérique, il y a un grand nombre de choses qui peuvent être faites. Et la conférence que nous tenons ici aussi en est un très bon signe. Il y a quelque chose qui peut passer évidemment à travers Internet, une relation qui peut se produire, mais ce qui est sûr, c'est que cette relation se produit beaucoup plus, en quelque sorte, j'aurais tendance à dire de manière très néolibérale, c'est-à-dire sans qu'il n'existe de société. C'est la phrase de Margaret Thatcher, There is no such a thing as society. La société, ça n'existe pas, disait-elle. Et c'est évident que Internet, en s'adressant uniquement à moi, parle de mon musée personnel, parle de ma musique que j'écoute, potentiellement de mon réseau d'amis, mais effectivement, sans penser que nous pouvons être plusieurs à apprécier ensemble et que, à travers cela, il y a un échange qui ne passe justement pas par cette relation qui est finalement une relation très contrôlée. C'est évidemment, à mon sens, la menace ou la crainte la plus forte qui se tisse. À travers l'urgence sociale, il y a bien entendu une question de problèmes sociaux qui vont être extrêmement importants dans les mois à venir en matière de crise économique, mais sans doute aussi de non-rassemblement des gens. Et effectivement, peut-être d'une certaine négation des musées, des lieux, des théâtres, des centres culturels, des salles d'orchestre, comme étant aussi ces lieux de rassemblement dans lesquels on peut pouvoir
on peut discuter ensemble, et on peut ensemble effectivement considérer ce qui est la culture, c'est-à-dire ce qui nous relie aussi, en quelque sorte, et ce qui fait société. Je vous remercie. Alors, ce qui est sûr, c'est, je rejoins tout à fait Nassim Aboudrar à ce sujet. C'est effectivement que ce qu'a montré la crise de la Covid, c'est parfois la faiblesse d'un certain nombre de sites qui sont essentiellement pensés comme des lieux de communication. Et parfois aussi la richesse, véritablement, mais d'un nombre beaucoup plus réduit de lieux, riches parce que justement, ils ont été développés avec une réflexion qui allait beaucoup plus dans le sens de la médiation. Ça n'est pas un hasard si le master que nous avons développé ces dernières années à Paris 3, l'un des masters s'appelle Musée et nouveaux médias, parce que justement, il s'agissait de former des médiateurs qui puissent s'emparer des réseaux sociaux, et pas simplement dans une optique de numériser du patrimoine ou bien de développer une boutique en vente, mais très clairement de développer quelque chose de beaucoup plus riche. Et donc, forcément, il y a, à mon sens, quelque chose là qui est important. La deuxième chose, j'aurais tendance à dire, qui s'est peut-être passée à travers la crise, c'est de voir à quel point la confrontation sur place dans des musées, mais à mon sens, on pourrait dire exactement la même chose de ce que nous faisons à l'université, que la relation entre l'enseignant et les étudiants est quelque chose que nous avons parfois souvent galvaudé parce que tout le monde considère que c'est tout à fait normal d'être face à un enseignant ou d'être face à un objet ou à une symphonie. Or, on est dans quelque chose qui est très précieux. Et nous avons vu le caractère extrêmement précieux de cette relation particulière. Je pense que ça donne quelque chose qui est extrêmement intéressant et extrêmement riche à pouvoir développer. Donc ça veut dire aussi que beaucoup de gens, je pense aussi, vont se rendre compte de cette nécessité-là et vont vouloir peut-être, j'espère, renforcer la qualité de ce que nous mangeons, de ce que nous prenons, de ce que nous dégustons quand nous rendons dans un lieu culturel, et comment nous pouvons mieux l'apprécier. D'un autre côté, et ça c'est un des points qui est très important, et je terminerai par là, tout évolue extrêmement rapidement. Et on se rend compte à quel point, il suffit de voir les émeutes qui ont eu lieu aux États-Unis récemment, à quel point la notion, la volonté même de développer des actions ensemble, de protestation, etc., a repris le dessus. Ce qu'évidemment, d'ailleurs, le gouvernement n'aime pas, jamais. Et donc, très clairement, l'idée du confinement est extraordinaire pour ça. Mais bien entendu, le point important, c'est de voir que nous parlons bien sûr de distance, mais peut-être que dans 2 mois, la situation et la crise économique sera tellement grave que tout le monde se dira il faut absolument surtout que tout soit rempli le plus possible, etc. Donc il y a aussi d'ailleurs un risque que tout redevienne exactement comme c'était avant, d'une certaine manière, et qu'on oublie un certain nombre, à mon sens, d'éléments extrêmement précieux de ce qui s'est passé. Et la fonction du médiateur à ce niveau-là, à mon sens, peut en ressortir vraiment très enrichie à tous ces niveaux-là. Mais il y a aussi un risque qu'on fasse comme si c'était avant. Comment voir ce paradigme autrement? Ce qui me venait à l'esprit, c'est que la notion même de démocratisation culturelle, alors, avant la crise de la Covid, elle était déjà souvent mise à mal. Et beaucoup de gens disaient ça ne fonctionne pas en quelque sorte. Et ceux qui sont les plus convaincus disent ça change très lentement en quelque sorte, mais quelques pourcents de changement progressivement, ça constitue des centaines de milliers de personnes dans un pays ou des millions de personnes dans un pays quand on parle de quelques pourcents d'une classe sociale qui viennent en plus et qui constituent et qui considèrent que
ça leur appartient aussi. Je pense que globalement, ce que révèle en quelque sorte la crise, c'est que la fracture est encore beaucoup plus forte. Et que non seulement il y a une fracture qui se passe au niveau de l'accessibilité, au niveau de la compréhension, il y a une fracture économique qui est très forte, il y a une fracture numérique qui est sans doute encore plus forte. Le problème, en quelque sorte, c'est que ce que ça montre, c'est que la fracture n'est pas simplement au niveau de la démocratisation de la culture à travers des actions classiques, et qu'elle ne se passera pas uniquement à travers uniquement des médiateurs. Ce qui est sûr, et à mon sens, c'est ce qu'on voit émerger actuellement dans le monde, et ce que je pense, c'est que ça va sans doute encore se développer dans les années à venir, c'est un rôle au contraire de plus en plus actif de la part des médiateurs, et de plus en plus actif, je dirais même plus activiste. C'est-à-dire effectivement, alors on le voit très très bien dans les musées décident, et notamment, et c'est à travers les médiateurs, beaucoup plus que des conservateurs ou autres, décident de jouer un rôle beaucoup plus fort au niveau des valeurs au sein de la société. Que ce soit au niveau des droits de l'homme, que ce soit au niveau effectivement du développement durable, que ce soit au niveau de la décolonisation ou du post-colonial, que ce soit au niveau effectivement, je dirais, de toutes les valeurs qui peuvent être de l'égalité des genres. Ce sont tous ces éléments-là qui, à mon sens, vont sans doute peuvent encore potentiellement plus se développer. Ce que la crise, à mon sens, amène, c'est une cristallisation encore plus forte, c'est-à-dire que les réponses vont être sans doute encore plus fortes dans les deux sens. Qu'il y aura des médiateurs qui vont encore plus s'investir et de manière beaucoup plus, potentiellement peut-être plus violente, et qu'il y aura, à mon sens aussi, une crise économique qui sera encore plus violente et que la séparation sera encore de plus en plus inégalitaire. Je ne sais pas vers quoi ça peut nous mener. C'est une autre question. À mon sens, alors je vais répondre, et ça n'est pas de la flagornerie. Ce que j'ai observé au niveau des musées est tout à fait intéressant. Et là, je vais vous livrer une étude, enfin les premiers résultats d'une étude qui n'a pas encore été publiée, qui va être publiée dans les prochaines semaines normalement. On a fait une enquête à partir des définitions du musée, pour chercher justement quelles étaient les nouvelles dimensions. Mais ça peut s'observer à travers toute la définition, on pourrait dire, de la culture. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train d'émerger. Il y avait beaucoup de définitions très classiques de la culture, enfin du musée en Europe. On retrouvait finalement des choses aussi assez classiques en Amérique du Nord et surtout aussi en Asie. La même chose pour les pays arabes ou africains par rapport aux musées qui sont relativement peu développés. En revanche, ce qui est apparu comme étant très novateur est lié en fait à un contexte qui voit le musée. Mais je pense qu'on peut voir la même chose au niveau de tous les lieux de culture, dans une dimension beaucoup plus sociale, beaucoup plus immatérielle, beaucoup plus centrée effectivement sur les valeurs. Et c'est à travers toute l'Amérique latine que les choses se passent. C'est un des points qui est vraiment intéressant à voir, et donc j'aurais tendance à dire les réponses, elles se trouvent sur le continent d'Amérique latine, hein, au Brésil, bien sûr, en Argentine, au Pérou, en Uruguay, au Costa Rica, etc.